Sur ce podcast, je te propose un truc. Tant que je suis dans tes oreilles, tu fais quelque chose de bien pour toi. Tu peux ranger ta chambre ou ton appart, et si t'es pas chez toi, tu peux te redresser. Ça va te faire du bien. Vas-y, redresse-toi. T'inquiète, c'est pas bizarre, personne ne sait que je te parle. Je m'appelle Elio, c'est moi ton hôte, et je te souhaite un excellent épisode. Salut, j'espère que tu vas très bien. On se retrouve aujourd'hui pour revoir ensemble la 3e règle du livre 12, nouvelle règle pour une vie du Dr Jordan Peterson, Au-delà de l'ordre, un livre qui t'incite à sortir de ta zone de confort pour aller explorer le chaos. La semaine passée, ce qu'on a vu, c'était l'importance de, à partir du moment où il y avait quelque chose qui t'intéressait, d'aller vers cette chose qui t'intéresse. Tu peux pas choisir ce qui va t'intéresser. On l'a vu avec l'histoire d'Hermès, de cette gravure des alchimistes avec la sphère du chaos, tu vois, genre le messager des dieux qui vient et qui te dit à partir de maintenant, pendant un certain laps de temps, tu vas être intéressé à fond par ce truc. Ça peut être une meuf, ça peut être une idée d'un projet professionnel, ça peut être l'envie d'arrêter de fumer, l'envie de commencer le sport. Et quand tu sens que ton intérêt est dirigé vers quelque chose que tu ne décides pas parce que c'est les dieux qui décident pour toi et Hermès qui vient te l'annoncer, ton goal, ça va être d'avancer dans cette direction. Ça ne veut pas dire que c'est ce que tu vas faire jusqu'au bout de ta vie, mais en avançant dans cette direction, tu vas en apprendre un petit peu plus sur toi, un petit peu plus sur le monde, tu vas grandir et peut-être qu'en cours de route, tu vas changer d'objectif ou quand tu atteindras ton objectif, dans tous les cas, tu seras obligé d'en déterminer un nouveau, mais c'est à travers l'atteinte des différents objectifs qui composent ta vie que tu peux à chaque fois grandir un petit peu plus spirituellement, en apprendre plus sur toi, en apprendre plus sur le monde, devenir plus complet quelque part comme être humain. On a vu que la personnalité idéale, c'était, d'après cette gravure encore une fois, un mélange d'une personnalité extrêmement masculine et extrêmement féminine. C'était cette ambivalence. On a fait quelques liens avec le côté androgyne que peut avoir le Christ. Tu vois, Jésus, c'était pas quelqu'un qui était extrêmement masculin. On a parlé beaucoup de mythologie, ainsi de suite. C'était assez trippé comme règle, mais vraiment, j'ai bien kiffé. Mais dans l'idée, t'as un truc qui te chauffe, arrête d'attendre, fonce. Maintenant, la règle qu'on va voir aujourd'hui, c'est la condition sine qua non à l'expansion de ta conscience. C'est une règle qui est cruciale, tu te dois de la suivre. Même moi, j'ai de la peine à la suivre parfois, mais si tu la suis, mec, tu gagnes au jeu de la vie. Elle est très facile à comprendre, mais évidemment, pas évidente à suivre. Un petit truc peut-être que j'aimerais bien relever, c'est que cette règle, elle est tellement importante que Peterson, en fait, il l'a déjà donné dans son dernier livre. Donc, 12 règles pour une vie, un antidote au chaos. C'était la règle numéro 10. En anglais, c'était « Be precise in your speech ». J'avais traduit ça en français par « Choisis bien tes mots ». Et c'était une règle qui commençait à t'expliquer que le monde était tellement complexe que toi, ce que tu percevais, c'était une version simplifiée du monde. Autrement dit, quand tu envoies un email, tu n'as pas besoin de comprendre comment fonctionne un protocole STPMP, tu n'as pas besoin de comprendre comment fonctionne un ordinateur, tu n'as pas besoin de comprendre comment fonctionne Internet, tu n'as pas besoin de comprendre comment l'électricité t'est distribuée, le rôle que l'État joue là-dedans. Je t'avais même donné l'exemple des tempêtes qu'il y a parfois dans le soleil qui envoient des électrons sur la Terre et qui défoncent le courant électrique. En fait, l'envoi d'un email de ta part, il dépend d'énormément de choses, mais toi, toute cette complexité, tu ne l'aperçois pas jusqu'au moment où il y a un problème. Et en fait, ce qu'on voyait à travers cette règle, c'était l'importance de mettre des mots sur les choses, c'est-à-dire de clarifier le monde pour éviter de faire ressurgir toute la complexité qui existait. Exemple, tu recevais une lettre de ta compagnie de téléphonie mobile, tu n'avais pas forcément envie de l'ouvrir parce que tu avais peur que ce soit, genre une facture et tu sais que c'est un peu galère niveau thune en ce moment. Et donc, tu la laisses de côté. Et plus t'attends, plus tu vas comprendre qu'en fait cette lettre, elle est reliée à tout un tas de choses. Peut-être que la compagnie au final elle va vendre sa créance, donc le fait que toi tu leur doives l'argent à un service de recouvrement, donc un petit cabinet d'avocats qui sont spécialisés, qui connaissent bien les procédures pour faire des demandes d'argent. Donc en gros, si toi tu dois 100 balles à la compagnie mobile elle va vendre ta créance de 100 balles, elle va la vendre peut-être que à 60 balles au service de recouvrement. Ensuite, le service de recouvrement, eux, vu que c'est des experts, ils savent bien comment faire pour récupérer la thune, mais ils vont essayer de te récupérer la thune. Si tu payes pas au service de recouvrement, t'as peut-être des mecs qui vont débarquer chez toi. Si tu refuses de leur donner des trucs, t'as peut-être la police qui va venir. Ensuite, tu vas finir en tôle. Donc en fait, tu vas te retrouver au final à subir la violence de l'État. Alors ça, c'est un exemple. T'as l'exemple aussi où tu sais que tu devrais peut-être aller te faire dépister parce que t'as fait des bêtises avec ton zizi. Si t'y vas pas directement, tu vas potentiellement, alors peut-être que t'as rien du tout, mais peut-être que t'as une maladie sexuellement transmissible que ce serait cool de commencer à traiter directement. Mais souvent, t'aimes bien ne pas le faire, tu préfères repousser un peu le truc, parce que comme ça, tu laisses exister le monde dans lequel tu n'as rien du tout. Donc souvent, on a peur de mettre des mots sur les choses, c'est-à-dire de faire exister nos problèmes, parce qu'on a peur en fait d'y faire face, en fait. On se sent pas capable d'y faire face. Et la règle qu'on va voir aujourd'hui, en fait, c'est exactement la même règle. Et je pense que Peterson, il va juste prendre un angle un petit peu différent, il va lui donner un nom qui est un peu plus explicite, disons un peu plus révélateur du message, parce que de nouveau, la règle numéro 10, c'était « sois précis dans ton discours », genre choisis bien tes mots. On avait de la peine un peu à comprendre en quoi ça voulait dire que
bah fallait oser nommer les choses pour les faire exister, donc arrêter de se voiler la face, tu vois. Alors que là, on est clair, explicite, ne cache pas les choses dans le brouillard. Et cette fois-ci, je pense que à nouveau, c'est ça que je voulais dire à la base, c'est que tu vois, Peterson, c'est un psychologue clinicien, et je pense que ce qu'il a remarqué, c'est que c'est le problème auquel font face la plupart des gens, le manque de clarté vis-à-vis des problèmes qu'ils peuvent avoir avec eux-mêmes, mais également avec d'autres personnes. Donc on va creuser un petit peu dans tout ça. Au menu du jour, donc, je vais te raconter 2 histoires. On va parler rapidement de l'effet cumulé, parler de la répression, histoire que tu comprennes ce petit concept freudien, de corruption, commission et omission. C'est un chapitre que j'ai trouvé très intéressant. On va prendre quelques exemples, je vais te donner des exemples perso, mais aussi essayer de t'aider en fait à comprendre où est-ce que tu pourrais mettre cette règle en application, parce que c'est le but, hein. La règle, encore une fois, elle est très simple, ça va pas vraiment être de la masturbation mentale où tu vas avoir des concepts en mode oh putain trop stylé, j'avais pas pensé, enfin c'est pas dans le même délire que la règle précédente, tu vois, où là vraiment on était là en mode oh les histoires archétypales trop stylé, on va se faire une soirée archétype, un de ces quatre, on va tous arriver, c'est genre, c'était très geek, tu vois, la semaine passée c'était vraiment, on parlait de Osiris, de Seth et des trucs comme ça. Là on est vraiment dans du terre à terre, dans du relationnel, t'as moyen de mettre ça en application, donc c'est vraiment ce que je vais t'encourager à faire. Donc après avoir vu quelques exemples, je vais te parler un peu de 2-3 solutions que tu pourrais essayer d'implémenter et on va conclure tout ça. Voilà, donc pour commencer, les histoires que Peterson raconte dans cette règle, qui m'ont d'ailleurs fait croire au début qu'en fait c'était une règle qui était plus axée sur le relationnel, tu vois, que c'était ça la différence entre cette règle et la règle numéro 10 de son livre précédent. C'était que la règle 10, c'était mettre des mots sur tout, sur tes problèmes, mais aussi sur les problèmes avec les autres, mais que ça c'était vraiment concentré sur les problèmes avec les autres. Le problème c'est que tu avais un sous-chapitre dans la règle qui parlait justement de problèmes avec toi-même, et du coup je me suis dit en fait c'est exactement la même règle. Bref, les 2 histoires qu'il raconte, c'est dans un premier temps l'histoire de son beau-père qui se souvient qu'un jour, donc il y a très longtemps, tu vois, il y a une vingtaine d'années, ils étaient tous ensemble à table et tout d'un coup son beau-père il pète un plomb, tu vois, il fait mais putain pourquoi on a toujours besoin de manger dans ces putains d'assiettes de merde, parce qu'en fait sa femme préparait régulièrement à manger dans des petites assiettes, tu vois, et tout d'un coup tu vois lui ça l'a fait péter un plomb. Et c'était une histoire qui revenait souvent, tu vois, dans les dîners de famille autour de laquelle tout le monde plaisantait. Et ce que Peterson expliquait, c'était que, bien sûr, peut-être que ce jour-là, il était irrité par quelque chose d'autre, et en fait, ça s'est reflété dans les assiettes. Mais l'histoire des petites assiettes, c'était une histoire qui, en réalité, l'agaçait depuis très longtemps. Et puis, il a juste gardé ça au fond de lui. Il n'a jamais réellement exprimé le fait que ça le dérangeait de manger dans ces petites assiettes, parce qu'il se disait, ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine, ça vaut pas la peine, jusqu'au jour où, boum, ça a explosé. Ensuite, il enchaîne avec l'histoire d'une de ses clientes dont le mari est passionné de pop art. Tu sais, c'est style d'œuvre d'art un peu très coloré, enfin bref, il aime bien ça, et à chaque fois qu'il part en voyage ou qu'il part au travail, tu vois, toujours il ramenait des petites œuvres d'art comme ça qui s'accumulaient à la maison. Et au fond de la cliente de Peterson, tu vois, ça causait une espèce de frustration, ça la dérangeait. Mais elle n'était pas vraiment certaine de savoir si ce qui la dérangeait, c'était le fait qu'elle aimait pas vraiment le pop art et qu'elle aimait plus un style de décoration un peu plus minimaliste, tu vois, ou alors si c'était le fait qu'il ramène des choses sans lui demander son avis. Et le fait qu'elle ne mette pas de mots là-dessus, ça rendait impossible pour elle le fait d'engager la conversation et dire écoute ça me dérange, parce qu'elle savait pas vraiment ce qui la dérangeait, mais elle ressentait l'émotion au fond d'elle qui la frustrait, et plus le temps passait, plus ça la frustrait, donc plus ça devenait nécessaire d'engager la conversation, mais plus à la fois c'était difficile d'engager la conversation parce que elle a laissé tellement de choses s'accumuler au final que si elle ressortait la conversation, elle allait faire ressortir toute cette merde, si tu veux, qu'elle avait cachée sous le tapis au fil du temps. Tu vois, il y avait peut-être plus d'œuvres d'art qui étaient accumulées, il y avait des embrouilles qu'ils avaient pu avoir qui étaient en réalité au sujet des œuvres d'art, et du coup ressortir le fait des œuvres d'art, je sais pas, 10 ans plus tard, ça voulait dire qu'elle devait dire ah mais en réalité, tu vois, quand on s'est embrouillé à cause de Jessica, en fait c'était aussi les œuvres d'art, et du coup, tu vois, ça fait tout ressortir. Ce que Peterson explique, c'est que enfin, la petite conclusion qui est donnée à partir de cet exemple-là, c'est non seulement que les choses qui se répètent chaque jour, c'est ce qui compose ta vie, en fait. Donc si tu laisses une petite frustration se répéter quotidiennement, eh ben, ça devient ta vie, cette frustration. Souvent, on a tendance, pour le dire autrement, on a tendance à considérer que les problèmes qu'on doit régler, c'est les gros problèmes de la vie. Genre, tu vois, genre, t'as une vraie embrouille avec ta meuf, ou avec une personne, ou avec toi-même, t'as un gros problème, c'est ça que tu dois régler. Et toutes ces petites frustrations, ces petites émotions négatives qu'on peut ressentir de temps en temps, mais qui se répètent, on se dit, ah, mais ça, c'est des choses triviales, tu vois, c'est normal. Le truc, c'est que si t'as une frustration qui se répète tous les jours sur un mariage de 40 ans, eh ben, tu vas la ressentir 15 000 fois, tu vois, cette frustration. Et si t'as 10 frustrations, ça veut dire 150 000 frustrations que tu vas ressentir au cours de ta vie. Et au final, ces choses qui répètent, et
c'est un peu le lien que tu peux faire avec l'effet cumulé. Tu as 2 livres qui sont super à ce sujet-là, c'est l'effet cumulé de Darren Hardy et Atomic Habits de James Clear. C'est le fait que la raison pour laquelle tes habitudes elles sont importantes, c'est parce que c'est l'accumulation de petits choix qui sur le long terme fait une différence colossale. Si tu as un avion que tu fais décoller, mais au moment du décollage tu dévies la pointe de l'avion de 1%, ça a l'air rien du tout, mais ton avion il part de Paris, au lieu d'arriver à New York, il arrive à Lima au Pérou, tu vois. Et c'est ça l'idée, c'est que tu as envie de réparer ces petites choses qui se répètent tout le temps, parce que c'est elle qui compose ta vie au final et ça vaut la peine de réparer les choses qui se répètent régulièrement. Plus tu attends avant de formuler exactement ce qui te dérange, plus tu laisses couler, plus tu vas dériver dans une direction que tu n'as pas choisie et tu vas te retrouver à un endroit où tu n'as pas envie d'être. En fait, tu as clairement des envies dans ta vie, peut-être que tu n'as pas réussi encore à mettre des mots dessus et à dire ok, dans ma vie j'ai envie d'avoir X, Y, Z, tu n'as pas formulé tes objectifs, donc le type de relation que tu as envie d'avoir, le type de travail que tu as envie d'avoir, le type de corps que tu as envie d'avoir, le type de relation avec tes parents, etc. que tu as envie d'avoir. Mais ils existent. Et si tu oses demander ces choses-là au fond de toi, et il y a une citation qui est super belle qui est à la fin du livre, donc on terminera, je pense, ce chapitre avec cette citation. Si tu oses te demander, tu te crées la possibilité du coup d'essayer d'atteindre ce truc-là. Et la plupart des émotions positives que tu vas ressentir dans ta vie, elles sont liées au fait de te voir te rapprocher d'un futur qui t'inspire. C'est ce qui te donne envie de te lever le matin. Alors là, de nouveau, je te fais un peu des petits liens avec d'autres règles, des réflexions personnelles aussi. Mais dans l'idée, c'est important de mettre des mots sur ces choses-là. Peterson raconte une chose très intéressante dans cette règle, c'est qu'on n'est pas dans le concept freudien de répression. Tu vois, Sigmund Freud, il expliquait qu'une grosse partie des maladies mentales est liée au fait de réprimer un souvenir, une expérience, quelque chose qui t'a dérangé. Tu as un problème, tu n'as pas envie de faire face au problème, et donc tu vas le repousser dans ton subconscient, et ça va venir créer de la merde, te pourrir le truc. Ensuite, il parle aussi de différentes variantes de la répression, qui sont l'intellectualisation, la rationalisation, c'est le fait de trouver des arguments rationnels pour expliquer qu'en fait ton problème c'est pas vraiment un problème. T'as le déni, enfin bref, genre le déni c'est de dire que le problème en réalité il n'existe pas. Bref, il parle de toutes ces variantes et Peterson il dit non mais là on n'est même pas dans tout ça, on n'est même pas dans le cas de figure où t'as le problème en face de toi et t'essayes de te cacher le problème, c'est juste que tu sais même pas ce que c'est le problème. T'es encore au stade en dessous, t'as juste une émotion négative, une frustration, un truc qui t'énerve, genre je sais pas, tu termines de passer 3 heures sur YouTube et tu te sens mal, tu termines de te branler après avoir maté un porno, tu sens qu'il y a un truc qui va pas, t'as passé 3 ans sur TikTok, tu sens que ça te dérange, ta meuf à chaque fois qu'elle est dans la cuisine, pour une raison ou une autre, tu vois sa tête pendant qu'elle cuisine et ça t'énerve, t'es avec tes parents dans certaines situations, tu sens un malaise, tu sens une colère au fond de toi, on est vraiment au niveau très primal, tu vois, très instinctif, t'as juste l'émotion qui te dérange. Cette émotion, elle est là pour quelque chose, tu vois, elle t'indique qu'il y a un problème quelque part et qu'il faut que tu réussisses à mettre des mots sur ce problème. Alors t'as des raisons de n'avoir peut-être pas envie de découvrir ce qu'est le problème, notamment une fois que tu sais quel est le problème, il existe et à ce moment-là, tu dois l'adresser. Tu as, disons, établi les conditions de succès et d'échec. Genre, tu sais ce que c'est l'objectif, résoudre le problème, et tu sais quand est-ce que tu l'as atteint ou quand est-ce que tu l'as pas atteint. Alors que si tu gardes les choses floues, t'es là en mode peut-être je l'ai atteint, peut-être je l'ai pas atteint. En fait, j'en sais rien, tu vois. Genre, je me suis aveuglé moi-même. Peterson à ce moment-là, il fait un lien et j'ai trouvé ça très pertinent. Ça m'a fait réfléchir. Il parle de péché de commission et de péché d'omission. Alors, le péché de commission, c'est quand tu commets un acte répréhensible, genre tu as tué quelqu'un. Le péché d'omission, c'est quand tu ne commets pas un acte qui est, salutaire. Tu vois, tu fais pas un truc bien. Commission, c'est le fait de faire un truc mal. Omission, c'est le fait de ne pas faire un truc bien. Et la plupart des gens, on a tendance à considérer que les péchés d'omission sont moins pires. Pourquoi ? Peut-être parce qu'il y a toujours des choses bien qu'on pourrait faire, qu'on ne fait pas. Et donc, vu qu'on a l'habitude de ne pas faire des choses bien, alors qu'on pourrait le faire, on considère que ne pas faire un truc bien, au final, c'est pas si grave. En tout cas, c'est moins grave que de faire un truc pas bien. En fait, ce qu'il explique, et c'est ce qui m'a fait prendre conscience de l'importance de cette règle, c'est que quand le péché d'omission consiste à refuser de regarder les choses en face, consiste à volontairement fermer les yeux pour ne pas prendre conscience d'un état de fait qui, peut-être, pourrait te rendre malheureux, pourrait t'énerver, pourrait te faire peur, tu es en train de limiter l'expansion de ta conscience. Tu pourrais être conscient de certaines choses, en savoir un petit peu plus sur le monde, sur des choses qui existent déjà de toute façon, mais tu refuses de le faire. Tu as peur d'explorer le chaos. Encore une fois, dans le chaos, tu as peut-être des choses négatives, mais tu as aussi des choses positives, tu vois. Si tu veux récolter le trésor, trouver la princesse, il faut que tu ailles affronter le dragon. Et si volontairement tu te caches parce que tu as peur de ressentir de la tristesse, de la colère et ainsi de suite, tu es en train de refuser de vivre l'aventure de ta vie quelque part. Tu es juste en train de te cacher, de t'enfermer dans ton petit monde, tu restes dans l'ordre, ok, non, j'ai pas envie de regarder. Et tu es en train de vivre une vie de merde déjà parce que l'émotion négative, elle est constamment là pour te dire hey,
ouvre les yeux, il y a un truc qui va pas, ouvre les yeux, il y a un truc qui va pas, et tu repousses. Plus tu repousses, plus ton potentiel s'amenuise. C'est-à-dire que tu repousses ça quand tu n'as, pas, 18 ans, bah ça va à la rigueur, tu vas vivre jusqu'à 70 ans. Donc c'est moins grave de repousser ça quand tu as 18 ans que quand on a 25. Maintenant, je pense qu'on peut tous se mettre d'accord sur le fait qu'on a déjà ressenti au moins une fois dans notre vie le fait de dire putain, en réalité, je savais déjà quand j'avais 16 ans que ça pouvait être bien d'apprendre l'anglais ou d'arrêter de fumer. Et aujourd'hui, bah vas-y, j'ai 23, 24, 25 ans, j'ai toujours pas appris l'anglais, j'ai toujours pas arrêté de fumer. Combien de temps tu vas repousser le truc ? Et je pense que c'est la règle, tu vois, la plus importante à suivre parce que tu t'empêches de vivre, tout simplement, si tu la suis pas. Tu t'empêches de grandir, ce qui est le goal, l'objectif principal de la vie. Tout ça pour éviter de ressentir une émotion. Et tu fais souffrir les gens autour de toi, hein, parce que là, je te parle de ça dans la relation avec toi-même, mais quand c'est dans la relation avec quelqu'un d'autre. Imagine, tu regardes ta meuf, tu as tes parents, ils font des trucs où même tu sais même pas réellement pourquoi, mais ça t'énerve, tu vois juste sa tête, t'as envie de la taper, tu vois. Tu lui dis pas. Ou alors l'inverse, hein, ça peut être aussi ta meuf. Elle rentre du travail et puis elle est... tu sens qu'elle est à cran, tu vois, et ça fait quelques jours en réalité qu'elle est à cran, et tu lui dis, mais qu'est-ce qui se passe, dis-moi. Elle dit, ouais, si tu m'aimais vraiment, tu saurais, tu vois. C'est un peu, je le pose en mode cliché, mais quelque part, quand ton ou ta partenaire te demande, bah vas-y, qu'est-ce qu'il y a, et que t'as pas envie de le lui dire, des fois, t'en es même pas conscient, il y a des cas où t'en es même pas conscient, t'as pas envie d'en parler parce que t'as pas envie d'enlever le brouillard, tu vois, t'as pas envie de faire l'effort, et tu vas laisser l'autre personne galérer, l'autre personne se blesser, à se perdre dans tout ce chaos, toute cette confusion que tu refuses de dissiper. Et elle va souffrir, elle va... En fait, c'est horrible, mec. T'es en train de juste rendre une personne malheureuse parce que t'as pas envie de résoudre le problème. Et souvent, bah, t'as envie de cacher le problème à tout. T'as pas envie de découvrir toi le problème parce que, du coup, encore une fois que tu connais le problème, bah, tu sais ce que tu devrais faire pour le résoudre. Et donc, ça te met face à cette responsabilité. Mais aussi, si l'autre personne sait quel est le problème, si vous avez mis des mots sur les choses, quelque part, elle sait quelles sont tes attentes, quels sont tes désirs. Donc, elle connaît tes vulnérabilités. Et ça, t'as pas envie. Ça se passe beaucoup, et j'ai pu le remarquer parce que dans le cadre du Reboot Camp, j'ai pu parler avec beaucoup de mecs. Par exemple, sexuellement, tu vois. Il y a des mecs où, au lit, il y a un truc qui va pas avec leur meuf, mais ils osent pas trop en parler. Et c'est hyper désagréable d'en parler. Genre quand ta meuf t'attire plus pour une certaine raison, je sais pas, il y a un bruit qu'elle fait au lit, tu trouves ça chelou, ou il y a une attitude qu'elle a, ou alors peut-être t'as envie d'aller baiser d'autres meufs. T'as peut-être pas trop envie de sortir ces choses-là, parce que bah t'as peur en fait de ce qui va se passer. Peut-être que la réponse à tout ça, c'est que bah t'es pas avec la bonne personne, parce que t'es avec quelqu'un avec qui ce sera jamais compatible là-dessus, et peut-être que la vision que tu te fais de ta relation, c'est une vision dans laquelle t'es sexuellement épanoui. Et donc combien de temps tu vas attendre, quelle quantité de frustration tu vas laisser s'accumuler pour au final avoir un divorce quand tu auras 45 ans et que ça se passera de façon catastrophique. Ce qui s'est passé dans le... C'était quand je pense pas que c'était dans le dernier Reboot Camp, parce qu'il y avait aussi des membres du Reboot Camp de la version Gamma 2023. Mais j'ai rencontré pas mal de membres, du coup, je sais pas, que ce soit à Barcelone pendant le mois de mai, on a fait une rencontre à Barcelone, il y avait une 50aine de membres qui sont venus. Et il y a 2 membres qui, sans même qu'on en parle, tu vois, c'était même pas en mode viens on discute du reboot, ils sont venus me dire qu'après avoir fait un exercice, l'exercice s'intitulait 7 filles, et le but c'était de d'écrire, j'en ai plein de séries de questions, des exercices d'introspection pour essayer de déterminer le type de relation que tu avais envie d'avoir. Est-ce que c'était une relation avec une seule femme, relation avec plusieurs femmes, comment était cette femme, quel type d'homme allait attirer ce genre de femme, donc c'était en même temps un exercice pour savoir qui est-ce que toi tu avais envie d'être dans la relation. Et t'as 2 mecs qui sont venus me dire, mais de nulle part, qui sont venus me raconter qu'après avoir fait cet exercice, ils ont rompu avec leur meuf. Et le but, c'est pas de dire, je fais pas cet exercice pour que vous rompiez avec vos meufs. Je donnais aucune indication. Je disais pas, oui, si tu te rends compte que ça matche pas, il faut rompre. En fait, le truc, c'est que parfois, quand tu mets la lumière sur ces choses-là, bah, la conclusion, c'est que il faut que tu quittes ton job. Et ça fait peur, il faut que tu quittes ta meuf parce que t'as laissé trop de choses s'accumuler, parce que tu t'es caché pendant trop longtemps la vérité. En fait, t'aimes bien les mecs, tu vois. Ça se trouve, t'es gay, mec. Mais combien de temps tu vas passer à te mentir à toi-même et à refuser de vivre ta propre vie ? C'est ça le truc, en fait. Donc, important de te dire les choses à toi-même pour toi, aussi pour ta relation avec les autres. Et c'est ça, pas cacher les choses dans la brume. Je vais te lire le petit passage de Peterson parce que je pense que je le trouve poétiquement, d'un point de vue poétique, je le trouve super beau. Mais ose avoir des embrouilles. T'es pas obligé d'en parler forcément avec ta meuf ou avec la personne concernée, tu peux en parler avec un pote, tu vois. Ou alors si t'as pas de pote, en parler avec un psy. C'est ça aussi l'intérêt du Reboot Camp, c'est que tu te retrouves avec des mecs que tu connais pas, et donc t'as moins peur d'être jugé,
Et tous vous vous ouvrez parce que vous êtes dans une démarche de dev perso. C'est pour ça que les mecs, entre eux, ils parlent de choses. T'as des mecs, ils ont vécu des trucs hardcore. Genre, souvent, c'est des pertes de parents, perte d'un papa, perte d'une maman. Et ils en ont jamais parlé. Ils ont même pas osé en parler avec leurs potes. Mais ils arrivent dans le reboot, ils sont là avec un groupe de mecs, et ils comprennent, tu vois, ils voient l'énergie qu'il y a dans ce groupe, et ils se sentent d'en parler. Et boum, ils en parlent. Et en fait, t'as l'émotion qui te dérange parce que t'en as pas parlé depuis tellement de temps et t'arrives même pas en fait réellement à savoir ce qui te dérangeait au final dans la perte de ton père ou de ta mère. Et après, boum, tu comprends. Ah, mais en fait, c'est pas j'ai jamais eu l'occasion de prouver à mon père que j'étais capable de faire quelque chose. Et c'est ça qui m'a dérangé. Et boum, tu mets le mot dessus, et ensuite tu peux travailler dessus. Mais si tu laisses les choses dans la brume, si tu refuses de regarder les choses en face, ça t'arrive jamais. Allez, je finis par lire ce petit passage que je trouve, encore une fois, vraiment stylé. If you truly wanted, perhaps you would receive. Si tu voulais réellement, bah peut-être que tu recevrais. If you truly sought, perhaps you would find what you seek. Si tu cherchais vraiment, bah peut-être que tu trouverais ce que tu cherches. If you knocked, truly wanting to enter, perhaps the door would open. Si tu frappais, si tu frappais réellement, en voulant réellement entrer, bah peut-être que la porte s'ouvrirait. But there will be times in your life when it will take everything you have to face what is in front of you. Mais il va y avoir des moments dans ta vie où ça va te demander de prendre tout ce que tu as dans les tripes pour faire face à ce qu'il y a au fond en face de toi. Instead of hiding from a truth so terrible that the only thing worse is the falsehood you long to replace it with. Donc en fait, j'ai de la peine en fait à comprendre comment est articulée cette phrase. J'ai essayé de la modifier et de la dire un peu différemment. C'est pas comme ça que c'est dit. En gros, il y a des moments dans ta vie où tu vas devoir prendre tout ce que tu as dans les tripes pour faire face à ce qui est au fond de toi. Parce que au lieu de te cacher d'une vérité qui est terrible, mais pas aussi terrible que le mensonge quelque part que tu utilises pour la cacher. En gros, ce qui est pire que la vérité, c'est le mensonge, si tu veux, le brouillard que tu utilises pour masquer ce truc-là. Et ça, c'est un peu une notion, si tu veux, qu'on avait déjà vue dans la règle numéro 10, où on prenait l'exemple de, bah voilà, tu sais que tu devrais te faire dépister parce que tu as eu un rapport non protégé, et tant que tu vas pas le faire, dans ta tête, bien sûr, il y a la réalité qui existe, dans laquelle bah, tu n'as aucune maladie, mais en réalité, je sais même pas si vraiment ce truc-là, il existe. En fait, je pense juste t'évites d'y penser, parce que ça m'est déjà arrivé, tu vois, c'est un cas concret où il m'est arrivé un accident de capote, un truc débile. Et j'ai refusé, tu vois, d'aller, tu vois, j'ai flippé, tu vois. En plus, la meuf, c'était horrible. Enfin, c'est une de mes pires expériences sexuelles. La meuf, en vrai, elle était sale. Genre, elle était sale, genre. D'un point de vue hygiène, ça allait, tu vois, mais je sentais que c'était une meuf qui, la meuf, elle prenait des drogues et tout, elle était un peu chelou. Genre là, vous demandez vraiment quel genre de meuf. Bref, je suis vraiment pas fier de ce truc-là, et c'était une erreur, tu vois. C'est la fois, en plus, où réellement, après le rapport, je me suis senti sale, tu vois. Mais bref, après coup, tu vois, je me dis, mais putain, il faudrait que j'aille me faire dépister, mais ça me fait peur. Et du coup, j'y vais pas, et en fait, dans ma tête, j'ai potentiellement toutes les IST du monde, tu vois. Et donc, tu t'imagines les pires des scénarios possibles, parce que tant que tu mets pas les choses en lumière, bah, ton imagination, en fait, elle va te faire imaginer la pire des choses. Genre, tu penses que ta meuf, elle te parle pas trop, et qu'en réalité, elle te touche pas trop, et que sexuellement, ça va pas trop. Tu te dis, putain, mais en fait, je l'attire plus, en fait, ça se trouve, elle est intéressée par d'autres mecs, peut-être que c'est son collègue de travail, et ainsi de suite. Donc, t'imagines le pire des scénarios possibles, en fait, que ta meuf est en train de te tromper. Mais si t'en parles avec elle, tu vas râler, et t'en parles pas avec elle en mode... Tu m'accordes plus d'attention, t'arrives pas en mode accusateur, t'arrives en mode... Je ressens une émotion, enfin, tu le formules à ta façon, mais t'expliques que tu ressens une certaine émotion, que cette émotion, elle te mène à penser qu'il y a un certain problème, mais que t'as pas envie de dire qu'effectivement, il y a un problème qui existe, tu veux savoir ce qu'elle en pense, t'as envie de creuser pour qu'on découvre le problème ensemble, parce qu'on est une team, et le goal, tu vois, c'est de résoudre les problèmes qu'on a ensemble. Pourquoi ? Parce que notre but, à supposer que notre but ce soit de continuer cette relation, c'est d'avoir une relation qui coule bien, tu vois, parce que on n'a pas envie de s'embrouiller, on n'a pas envie d'avoir des frustrations, des émotions négatives l'un vis-à-vis de l'autre. Donc on va essayer de découvrir ce qui se passe. Et donc tu as cette conversation non pas sur le ton accusateur, mais en mode viens on résout le problème ensemble, c'est nous deux contre le problème, tu discutes avec elle, et tu réalises au fil de la conversation, peut-être en parlant un peu avec ta meuf, peut-être en parlant un petit peu avec un pote, peut-être avec tes parents, peut-être toi-même en te posant face à une feuille et en essayant d'écrire les choses qui te passent par la tête, qu'en réalité ce qui te dérange vraiment c'est c'est un truc qui se passe au travail, tu vois. Et en fait, quand tu creuses, tu réalises qu'en fait,
bah, c'est tes collègues de travail qui se foutent de ta gueule et qui te respectent pas trop. Peut-être un patron qui te parle pas correctement, tu vois. Ou peut-être qu'il met sa main sur ton épaule à chaque fois qu'il te parle et ça te fait te sentir un peu, tu sais, c'est un peu ce geste de domination. T'as des mecs qui font ça, des mecs qui viennent et pendant qu'ils te parlent, tu vois, ils vont poser une main sur l'épaule. C'est un geste dominant. Laisse pas un mec te faire ça. Dis-le direct, tu vois. Pas besoin d'être agressif ou autre. Même si ça va peut-être mettre un petit froid. Ensuite, réinvite au jeu plus gentiment, tu vois, en mode le mec qui vient, il te pose sur la main, tu fais là, j'aime pas, enlève ta main. Et ensuite, tu peux toi faire une blague ou l'inviter à faire un truc, tu lui parles d'un truc, ah mais sinon j'ai vu que nana, histoire de lui montrer que tu lui en veux pas, mais c'est juste pose tes limites. Bah peut-être c'était que ton patron il te faisait ça, tu vois, il te mettait la main sur l'épaule et en mode hey, fiston, tu vois, il te parlait un peu sur un ton condescendant. Ça réduisait ta confiance en toi. Et du coup, dans ton couple, t'étais juste plus susceptible et tu disais, ah, mais en fait, je suis un peu nul. Et du coup, c'est peut-être pour ça que, du coup, ma meuf, forcément, elle va pas s'intéresser à un mec nul comme moi. Et donc, tu t'es construit le film, t'as imaginé le pire scénario possible de ta meuf qui trompe, alors qu'en réalité, le problème, c'est au travail que tu dois le régler. Mais tant que t'as pas mis les choses en lumière, tant que t'as pas essayé d'en parler, que ce soit toi tout seul ou avec quelqu'un d'autre, tu le réaliseras jamais. Donc, ne laisse pas les choses dans le brouillard, dans la brume. Do not let unwanted things in the fog. Je pense que c'est ça le nom de la règle. Do not hide unwanted things in the fog. Ne cache pas des choses non désirables dans le brouillard, dans la brume. C'est crucial, mec. Mets des mots sur les choses, mets-les en lumière. On se retrouve la semaine prochaine. Tu peux encore une fois, bien sûr, t'inscrire pour le Reboot Camp 2025. Le recrutement commencera le 1er novembre. Tu peux t'abonner. Tu peux regarder l'épisode suivant, précédent, comme tu veux. Je te souhaite une excellente fin de semaine.